8h13 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk ce matin est un ancien ministre des Affaires étrangères. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Je voudrais citer également deux ouvrages, le dictionnaire amoureux de la géopolitique, et vous êtes également l'auteur d'une vision du monde. Le monde, on va en parler, et puis l'histoire, le mot historique est souvent galvaudé, sans doute ne le sera-t-il pas tout à l'heure pour décrire les funérailles de la reine Elisabeth, qualifiée d'obsèque du siècle. C'est vraiment l'histoire qui s'écrit sous nos yeux? C'est un point de vue très occidental, ça. Alors bien sûr, c'est un événement énorme, et en même temps, c'est le chant du cygne. C'est-à-dire? C'est la fin de quelque chose. Et je crois que les Anglais le savent, le sentent. Et dans ces mouvements de foule autour de la reine, de la mémoire de la reine, d'Élisabeth, il y a le sentiment qui est pas loin, que la Grande-Bretagne n'est plus ce qu'elle était. Ça n'a plus aucun rapport avec ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est-ce qu'on pourra dire longtemps ce terme, vous voyez, était au moment où elle est devenue reine, où il y avait encore l'Empire d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a ce sentiment, et que nous assistons donc, je le répète, à un chant du cygne émouvant, mais qu'après il y a l'atterrissage. La reine a accédé, rappelons-le, au trône après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Occident et l'Europe étaient encore le moteur économique et, oserais-je dire, politique du monde. Nous sommes... Les États-Unis, c'est l'Europe d'après-guerre. Hein. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre L'Europe époque totalement... d'après-guerre qui déjà suppliait les États-Unis de revenir pour les protéger. Ah, déjà, vous la voyez à cette époque-là au pied des États-Unis? Non, pas elle, mais l'Europe. Après la guerre, ce sont les Européens, c'est pas de l'impérialisme américain, c'est les Européens qui demandent aux États-Unis de revenir, d'où l'Alliance Atlantique, dont le Sénat ne voulait pas, il ne voulait pas d'article 5, il ne voulait pas d'engagement. C'est l'arbitrage de Truman. Donc on est dans ces eaux-là, vous voyez, quand l'Alliance est 49, elle devient reine en 52 ou 3, vous voyez. Donc c'est cette époque-là. Donc la Grande-Bretagne d'aujourd'hui n'a rien à voir, les Anglais le savent, il y a eu un déclin relatif de l'ensemble de l'Occident, puisque l'Occident n'a plus le monopole de la puissance. Il y a les Chinois, les autres, etc. Ce que vous lisiez depuis déjà quelques années? Depuis longtemps, mais d'ailleurs, il y a des théoriciens asiatiques qui me répondent « Non, cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. » Ce qu'ils appellent la parenthèse, ça aurait duré, si c'est leur thèse, c'est pas ma thèse, hein, ça aurait duré 4 ou 5 siècles quand même. Enfin, en tout cas, si on revient sur la Grande-Bretagne, c'est tout à fait différent. Mais c'est-à-dire qu'au moment où je comprends cette réaction des Britanniques, c'est émouvant. Hein. Oui, mais au moment où nous parlons et que les Britanniques sont attachés à cette survivance, cette permanence, à une forme de spiritualité aussi, vous vous dites non, en réalité, il y a quelque chose qui est en train de partir et les Britanniques le touchent du doigt. Je pense qu'ils vont rester attachés à l'idée qu'il y ait quelque chose, qui est le principe monarchique, donc une reine ou un roi, qui représente la nation dans son essence. Et donc pas le pouvoir qui est conjoncturel, elle l'avait connu 16 premiers ministres, non? Oui, exactement. C'est ça, oui. Donc il y a la dissociation que les autres pays n'ont pas fait, notamment nous, puisqu'il y a la coupure de 89 entre le symbole, l'âme, on va dire, le symbole en tout cas du pays, le sacré, et le pouvoir, l'exercice du pouvoir. Bon, donc je pense qu'ils vont rester attachés à ça et que ceux qui vont contester, ça sont très minoritaires, en fait. Bon, alors après, on tombe dans le monde réel où c'est la première ministre qui gouverne, là, la Grande-Bretagne. Il y a évidemment, on va dire, tous les grands de ce monde, le président américain. Il y a aussi les absents dont on va beaucoup parler, notamment le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez d'abord que ce sont des funérailles très géopolitiques? Non, c'est une photographie de l'état du monde aujourd'hui, oui. Et quelle photo cela renvoie? Je ne sais pas, au moment des obsèques de Kennedy, c'est une photographie de l'état du monde, les obsèques du général de Gaulle ou de Mitterrand, c'est une photographie à un moment donné. On ne peut pas en tirer plus de leçons que ça. Hein. On ne peut pas surinterpréter. L'absence de Poutine, évidemment, elle est commentée. Au moment où la situation en Ukraine, depuis plusieurs jours, connaît une contre-offensive ukrainienne à l'occasion de laquelle des charniers sont découverts à mesure que des zones sont reprises. Jusqu'où peut aller cette contre-offensive, Hubert Védrine? De quoi dépend-elle aujourd'hui? Elle dépend de la décision ukrainienne. Elle dépend des Américains. L'assistance, la formation, les renseignements, y compris dans le courant de la bataille, de façon très très précise, la technologie américaine ont été essentielles. Il n'y aurait pas d'offensive, ça n'enlève rien d'ailleurs à la combativité, au courage des forces ukrainiennes et leur intelligence tactique, très remarquable. Mais c'est une opération américano-ukrainienne, donc ça dépend de la suite. Et au moment où nous parlons, ça dépend d'abord de la réaction de Poutine
au fait que son armée ait dû se débander, vous voyez, Oui, dans cette zone-là. mais on a du mal à imaginer qu'il reste ainsi sans réagir, sans même provoquer une escalade. Alors réagir, c'est soit une contre-offensive lourde, classique, conventionnelle, s'il en a les moyens, pas sûr, ou une escalade, un élargissement géographique ou une escalade. D'où la mise en garde du président Biden. Donc ça renvoie à l'usage éventuel, souhaitons que non, de l'arme chimique, ou pire, de l'arme nucléaire, même toute petite et tactique. Nous en sommes là aujourd'hui ? On en est à se poser la question, sinon Biden n'aurait pas dit ce qu'il a dit à Poutine. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous voyez ? Donc il y a cette hypothèse-là, mais il y a aussi l'hypothèse où finalement il y a une contre-offensive qui ne marche pas, l'offensive ukrainienne ne va pas trop loin, parce que les Américains les ont armés, mais pas au point d'aller trop loin. D'ailleurs, vous avez noté, vous avez lu, que les Américains n'ont pas donné à l'armée ukrainienne des armes permettant de toucher le territoire russe. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, les Ukrainiens sont capables d'eux. Donc il peut y avoir une sorte de stabilisation, de gel, au bout d'un moment, ce qui ne conduit pas à une négociation. Je ne sais pas entre qui et qui, ni sur quelle base, encore moins une solution. Il y a une hypothèse intermédiaire qui est dangereuse, c'est la Crimée. Parce que dans le discours ukrainien, la Crimée est réapparue. Alors du point de vue russe, maintenant, ils ont annexé la Crimée, ils considèrent que c'est russe, donc on peut être dans un domaine de dissuasion, y compris nucléaire. Et pour tous les Russes, y compris les opposants à Poutine, la Crimée est russe. Mais pour les Ukrainiens, elle est ukrainienne. Donc là, il y a un domaine qui est moins clair que ce que je viens de dire sur le fait que j'imagine que les Américains vont aider les Ukrainiens à continuer l'offensive jusque dans le Donbass. Alors, est-ce qu'ils vont leur demander en même temps de déjà annoncer que dans le Donbass reconquis, dans les zones restées russophones, sans doute moins russophiles qu'avant, en tout cas pas putinophiles, mais quand même, est-ce qu'ils vont les obliger à annoncer quelque chose sur le traitement, une autonomie ou je ne sais quoi? C'est beaucoup américain la réponse, même si les Européens, nous les autres, à commencer par l'Allemagne, la France, etc., on aura à se déterminer par rapport à ça. On aura à se déterminer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore déterminés. En tout cas, on en est là. Mais la voix de l'Europe, elle est incarnée, ou en tous les cas, elle est portée par la Commission européenne. On a entendu Ursula von der Leyen dire que la Russie doit perdre cette guerre, dire que Poutine doit répondre de ses actes et être jugé. Attendez, ce sont deux choses différentes. Oui, mais au nom de qui parle-t-elle ? Oui, c'est une bonne question, oui. Parce qu'elle n'a pas d'autorité, de légitimité. Alors, il est vrai qu'elle répondait à une question du Parlement européen, qui est une machine. Certes, mais là, elle nous engage. Elle commence à s'auto-exciter sur tous les sujets, vous savez ça. Bon. Mais la première question, oui, tout le monde est d'accord, enfin tous les Occidentaux, y compris les Européens, y compris la France et l'Allemagne, que Poutine ne doit pas gagner en Ukraine. Donc, employer tous les moyens, ce qui a été fait, pour qu'il ne puisse pas gagner, sans aller à la confrontation directe, militaire. Et donc, les Américains continuent à dire, il n'y a pas de confrontation directe. Les Russes disent, c'est pas vrai, parce que c'est vous qui les formez, qui les armez, qui les pilotez, qui ceci, qui cela. Mais enfin, on est resté borderline sur ne pas être co-belligérant. En revanche, commencer à dire, il faut le juger, mais qui va juger Poutine ? À la Cour pénale internationale, la plupart des grands pays, à commencer par les États-Unis, Israël et des tas d'autres, n'ont pas ratifié, en fait. Donc la Cour pénale, c'est les Européens et leurs amis, quoi. Mais alors, quel est le risque avec de telles déclarations aujourd'hui, portées par quand même Ursula von der Leyen, qui est à la tête de la Commission européenne ? Je pense qu'elle va trop loin et que c'est un moment vertigineux devant les horreurs qu'on découvre, les charniers. Évidemment, on a envie de réagir. C'est vraiment monstrueux ce que fait l'armée russe, notamment parce qu'elle est mauvaise. Mauvaise, pas formée, pas encadrée, etc. Bon. Mais c'est des erreurs. Donc, on comprend sur le plan moral et émotif et l'opinion au jour le jour, on comprend les réactions. Mais il faut avoir le sens des responsabilités. Elle il faut être capable ne l'a pas. de maîtriser. Si on a réussi à ce que l'Ukraine gagne, il faut maîtriser cette victoire. Donc il faut déboucher sur quelque chose de gérable. Il faut que l'unité des Européens et des Occidentaux puisse tenir dans la durée. Et pour l'instant, est-ce qu'elle tient ? Pour le moment, oui. Il y a une homogénéité ? Enfin, unité, homogénéité, c'est trop dire, mais une unité quand même, qui n'a pas été rompue. Même s'il y a des voix qu'on entend maintenant dans différents pays qui disent on a été trop loin, les sanctions nous pénalisent, il faut commencer à les lever, c'est minoritaire encore. Mais on n'est pas dans le pire moment, parce que c'est quand il y aura peut-être les pénuries,
en tout cas l'élévation du prix de l'énergie, donc l'inflation qui va durer, selon les spécialistes. C'est là où on verra comment réagissent les opinions en Europe. Il faut anticiper ce moment, Hubert Védrine, où les opinions contraintes à des efforts importants vont se dire oui, c'est important évidemment la démocratie, c'est important de partager des valeurs avec les Ukrainiens, mais pas au prix de sacrifices pour nous-mêmes, pour nos vies quotidiennes. Écoutez, même moi qui suis de l'école réaliste et qui pense qu'un jour ou l'autre on sera obligé de renouer avec la Russie comme c'était le cas pendant la guerre froide, après les moments les pires et les plus dangereux comme la crise de Cuba. Même moi qui pense ça, je pense qu'il ne faut pas faire le cadeau à Poutine d'une Europe divisée. Donc il faut s'apprêter, anticiper pour tenir. Il faudra résister à la pénurie, à l'inflation, il faut l'expliquer, trouver des solutions de remplacement. Bon. En même temps, c'est l'occasion de faire des progrès en consommation écologique pour contrebalancer la catastrophe écologique qui fait que tout ça relance le charbon. Alors que la question de la dégradation écologique, c'est-à-dire pas la planète, la vie sur la planète, est quand même le problème numéro 1 avant même les guerres. Avant. Donc si on pouvait contrebalancer ça par une découverte de la sobriété intelligente, empêchant pas de vivre, ça serait bien. Bon. Donc j'en reviens au fait que dans l'immédiat, il ne faut pas donner à Poutine le cadeau d'une division. Donc montrer un visage uni, mais quand bien même, quel visage a l'Europe aujourd'hui? Est-ce que c'est une Europe qui est transformée? Est-ce que vous direz que c'est une Europe américanisée? Vous avez beaucoup parlé du rôle des États-Unis. Est-ce que l'Alliance, justement, décide de tout aujourd'hui, l'Alliance Atlantique? Oui, parce que l'agression, l'attaque de Poutine, qui est d'ailleurs aberrante, en dehors du fait d'être atroce sur le plan humain et cruel, c'est aberrant, même du point de vue russe. Il était sur le point d'obtenir, grâce à Macron, grâce à Scholz, avec l'accord de Biden, une négociation sur la sécurité en Europe qui n'a pas eu lieu depuis la fin de l'URSS. Celle dont Kissinger lui-même regrette qu'elle n'ait pas eu lieu. Il allait obtenir ça. Il prend cette décision aberrante. Bon, donc on est dans un cycle long, on est obligé d'ostraciser la Russie pour se protéger, en fait, par rapport à ça. Et il faut penser à la suite. Mais entre-temps, il a réveillé l'OTAN. Il a réveillé l'esprit de défense en Europe, tant mieux, parce qu'on en était à 2 ou 3 générations de bisounours, et c'était dangereux. Il a réveillé l'esprit de défense dans l'Alliance. Dans l'Alliance. Vous voyez, l'OTAN est revigoré, élargi, à nouveau, et retrouve un rôle majeur. D'où la question, est-ce qu'on a encore... Même si pour eux, le défi numéro 1 reste la Chine. Bon, donc on est dans une situation où la vision de l'Europe à la française... Terminée. Alors, terminé, j'espère que non, mais la question se pose. Non, mais expliquez-nous, c'est-à-dire que l'Europe telle que nous la voyons depuis des années, telle que nous, Français, et peut-être aussi les Allemands la voient, ça c'est terminé. Le couple, la fameuse expression que vous n'aimez pas d'ailleurs, le couple franco-allemand... Non, c'est pas que je l'aime pas, je l'aime beaucoup, mais elle est périmée depuis longtemps. Elle est périmée depuis ça revient au même. Donc ça c'est terminé? C'est une parenthèse qui se referme? J'espère que non, mais on est obligé de se poser la question que vous posez à juste titre. Qu'est-ce que ça va devenir dans l'Europe de demain? Élargie, puisqu'il y a des initiatives pour élargir, il y a la vision allemande. Alors, cela dit, il y a la très bonne relance par le président Macron d'une communauté politique où il y aurait tous les pays de la zone grise. Vieille idée. Une vieille idée de François Mitterrand, qui lui avait mis l'URSS pour aider Gorbatchev. Donc, on ne peut pas le dire comme ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas la Russie, naturellement. C'était relancé par les Italiens, Draghi et l'État. Emmanuel Macron appelait ça communauté politique. Le chancelier allemand reprend à moitié. On va faire un forum, mais c'est déjà bien. Donc, il y aura, à partir de l'automne, de temps en temps, des réunions où il y aura les 27 plus une dizaine d'autres. Europe élargie, Europe transformée. Est-ce qu'on a encore le monopole de la puissance? Non, alors, les Occidentaux, y compris les États-Unis, n'ont plus le monopole. Il y a la Chine, il y a les autres. Oui. Il faut qu'on en parle. On n'en parle pas assez parce que les Occidentaux ont peur de ça. Ça les choque. Oui, ça représente plus de la moitié de l'humanité quand même, donc on est obligé de s'y intéresser. D'ailleurs, l'élément marquant en dehors des horreurs de la guerre, c'est le vote aux Nations Unies, où une quarantaine de pays représentant 60% de l'humanité n'ont pas voulu condamner, alors que l'agression est flagrante. Non pas qu'il soit automatiquement pour Poutine, mais il ne veut pas être automatiquement de notre côté. Donc c'est ça le monde. Il y a ce monde-là, une Europe élargie, dans lequel la France et l'Allemagne, même quand les deux pays sont d'accord, vous voyez, n'arriveront pas à imposer automatiquement leur vision. Ils doivent tenir compte, on devra tenir compte de Pologne, les Baltes, les Tchèques. Mais Hubert Védrine, c'est-à-dire que nous, occidentaux, on risque de se heurter à plus de la moitié, je veux dire même plus de la moitié de l'humanité, à force de vouloir donner des leçons. Non, on les a colonisés. On a dominé le monde pendant 4 siècles, à peu près. Et après, on est dans le reflux. Mais un certain nombre d'Occidentaux ont oublié que la décolonisation a eu lieu et qu'il faut tenir compte des autres. Parce qu'ils pensent que certains d'entre eux,
que nous sommes restés, disons, l'avant-garde de l'humanité, l'avant-garde morale, et on le voit bien dans la prétention à sanctionner, Dites-moi, il va être douloureux le réveil. À juger. Il va être douloureux le réveil. Oui, mais ça fait des 20 ou 30 ans que c'est là. Bon, il est temps de réaliser, mais pas pour déprimer, pas pour raser les murs, pas pour abandonner nos valeurs chez nous. Mais ce qui est en jeu, c'est le prosélytisme qui ne fonctionne plus. Donc on est obligé de rentrer dans une phase plus réaliste, plus kissingerienne, dans laquelle il faut être capable de traiter avec tous les grands ensembles autres, et notamment la Chine, bien sûr, et notamment l'Inde. Vous avez vu d'ailleurs que les alliés, entre guillemets, les amis de Poutine, essaient de le freiner un peu. Mmh. Donc ça, conjoncturellement, c'est pas mal, ça. Mais après, il n'empêche que nous, les Occidentaux, il faut qu'on soit moins arrogants, plus réalistes, pour défendre notre mode de vie, notre culture, notre civilisation. Et voilà les leçons ce matin. Éloge de la lucidité par Hubert Védrine. Je vous remercie, Hubert Védrine, d'avoir été notre invité ce matin, et bonne journée à vous. Merci Hubert Védrine, merci Sonia Mabrouk. Tiens.